Merci tout le monde, merci de rester jusqu'au bout pour entendre parler de technologie. Chapeau à vous, vraiment. Si je ne travaillais pas dans le milieu, j'aurais un peu hésité à rester connectée. Non, mais blague à part. En fait, ce soir, vous voyez comment je pense déjà à la fin de la journée. Cet après-midi, je vais vous parler d'un projet, en fait, qu'on mène avec l'Alliance des maisons de deuxième étape, avec le Lab 2038 aussi, qui est un organisme qui nous accompagne. Je vais vous parler un peu d'un historique là, de la collaboration, mais le Lab, qui est un organisme qui est spécialisé vraiment dans tout ce qui est vulgarisation de l'information technologique et justice numérique globalement. Et donc, nous, bien sûr, le nom très court du Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine. Vous pouvez dire CEDAF, c'est tout à fait correct aussi. Donc, le projet dont je vais vous parler, c'est un projet qu'on mène qui s'appelle Protéger la vie privée des victimes pour prévenir l'homicide conjugal. C'est un projet qui est financé au fédéral par le Commissariat à la protection de la vie privée et qu'on mène en ce moment d'ailleurs jusqu'en 2023, mars 2023 à peu près. Ce projet-là, l'équipe projet, c'est le CEDAF, le Lab 2023, l'Alliance. On a aussi un comité de pilotage qui rassemble Alexandre Plourdre, aussi de Options Consommateurs, et le professeur Normand Landry, qui est un professeur à la TELUC et qui est le directeur de la chaire de recherche en éducation aux médias et aux droits humains. Mais justement, je vais quand même vous faire un petit historique. J'ai apprécié justement le clin d'œil, donc je vais m'enligner avec la présentation précédente. Pourquoi on a un cartable qui est apparu dans finalement le tissu de sécurité des MH2? Moi, je suis arrivée au CEDAF en 2017, donc j'ai comme hérité de ce dossier-là, mais il faut savoir quand même là, que depuis 2016, l'ancienne direction du CEDAF et les regroupements de maisons se sont rassemblés déjà pour faire un constat. Les technologies connectées, ça prend de plus en plus de place dans nos vies, ça prend vraiment beaucoup de formes, on va en parler un petit peu tout à l'heure, ça prend beaucoup de formes et malheureusement, ça devient un outil qui permet de maintenir le continuum des violences et des tentatives d'exercer un contrôle également. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation? Donc, ça, c'est le constat qui a été fait. Donc, comme je vous dis, hérité du dossier en 2017, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu avoir un premier financement du pacte, le programme d'action sur le terrain communautaire et de l'éducation. Ouais, donc, on a eu un premier financement qui a permis de créer le cartable d'outils que vous avez vu tantôt. C'est un cartable qui regroupe des fiches techniques comme de comment on désactive certaines options, géolocalisation, le Wi-Fi, c'est quoi les différents modes de connexion des appareils, mais aussi des listes de vérification pour un peu s'approprier ces comptes connectés, par exemple. C'est est-ce que je connais vraiment mes amis sur Facebook? Est-ce qu'il y a des doublons dans mes contacts? Bref, promis, je vais essayer de ne pas faire une formation aujourd'hui, j'ai une petite déformation professionnelle. Mais en tout cas, l'idée, c'est des conseils pratiques qui permettent un peu de faire sens de toutes ces technologies. Parce que je vais vous expliquer un petit peu pourquoi au fur et à mesure, on étend notre champ d'action finalement au fur et à mesure des années parce qu'on se rend compte que, pour le dire franchement, en contexte de violence conjugale, on roule contre une machine lorsqu'on parle de technologie connectée. On parle de compagnies comme, vous connaissez déjà ceux qu'on appelle les GAFAM ou GAMAM, maintenant que Facebook change de nom, c'est Meta. Donc, ce sont des compagnies là qui font parfois 2000 $ à la seconde. C'est pas mon compte personnel, mais 2000 $ à la seconde. Donc, l'enjeu financier, il est vraiment énorme pour eux. Leur modèle d'affaires, c'est justement basé sur la collecte de données. Donc, pour avoir de l'argent grâce à la collecte de données, mais il faut pouvoir collecter des données et donc nous garder connectés. Mais nous, ça nous dessert finalement dans les contextes où, justement, comme on l'aborde avec ce projet-là particulièrement, les données personnelles des femmes et des intervenantes, finalement, ce sont des données critiques pour préserver leur intégrité et leur sécurité. Donc, on s'est retrouvé avec ce premier projet-là. On a développé une formation aussi. C'est comme un bon 6 heures de formation. Et dans les maisons, ça c'était bien évidemment avant le confinement, et dans les maisons d'hébergement. On a pu participer aussi à pas mal de congrès des maisons, pas mal d'occasions, en fait, finalement, pour essayer de permettre aux intervenants de poser leurs questions, de décrypter un peu les technologies. Après ça, on a eu entre 2018 et 2020, on a pu avoir un autre financement, secrétariat conditions féminines, qui nous a permis finalement de, comme je disais, d'étendre un peu notre champ d'action. Le premier champ était vraiment basé sur, et quand je dis réseaux sociaux, je vais bien préciser Facebook, Twitter, parce qu'on sait que maintenant Instagram, après les Snapchat ont déjà des petits frères et sœurs, TikTok, etc. Ça va très vite, effectivement.
Mais au début, on se concentrait sur les principaux réseaux sociaux qui étaient Facebook, Twitter et d'ailleurs, on a Snapchat comme il y a une page pour... Je vais donner l'anecdote. Il y a comme il y a une page pour Snapchat aussi parce que quand je fais la recherche de c'est quoi les fonctionnalités qu'on a pour protéger, pour sécuriser ces données personnelles sur Snapchat, par exemple, mais à quel moment vos données disparaissent de Snapchat? Ben, en fait, il y a juste une page sur leur site qui vous dit que vos données personnelles seront supprimées dans un temps raisonnable. Donc, je pouvais difficilement faire plus d'une page, je suis désolée, dans le cahier. Mais malheureusement, c'est ça. C'est des pratiques assez floues quand même, mais en tout cas, ça s'est concentré sur ça, sur les ordinateurs, les téléphones et les tablettes. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'est pas juste ces appareils-là qui posent problème. Enfin, ce n'est pas les appareils en soi, mais qui sont utilisés plutôt dans le contrôle. C'est aussi les comptes connectés. C'est les notions aussi, finalement, on va parler, quand je parle de comptes connectés, je parle des adresses Gmail. C'est qu'on pense maintenant à une adresse Gmail, ce n'est pas juste pour recevoir son courriel. L'adresse Gmail, elle permet de connecter son téléphone, par exemple. Cette adresse-là, ça va permettre de connecter YouTube aussi. Elle va permettre finalement de rassembler pas mal d'informations sur notre utilisation, les historiques de navigation, les historiques de localisation aussi, etc., pour lesquels finalement, je n'ai même plus besoin d'un accès physique au téléphone ou à l'ordinateur ou à la tablette. J'ai juste besoin du mot de passe et de l'adresse courriel pour y aller en ligne, pour avoir ces informations-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces enjeux de comptes connectés, comptes partagés aussi? Puisque là, on parle aussi de comptes qui vont partir d'un foyer à l'autre. Qu'est-ce qu'on fait avec ces comptes-là? Le compte Netflix, tout bêtement, je ne sais pas si vous avez déjà été dans les paramètres d'un compte Netflix pour voir ce qu'on appelle les adresses IP de toutes les personnes qui se sont connectées au compte Netflix, quel que soit le profil. Mais oui, on voit des hochements de tête. Donc, c'est ça, c'est les adresses IP. Il n'y a pas besoin de coder quelque chose, c'est juste je copie-colle l'adresse IP dans Google, la track IP, ou je ne sais pas, je ne vais pas être imaginative. Ben là, ça me dit, oh, en fait, oui, cette personne, elle était là au moment où elle s'est connectée. Ça, donc, ça donne la localisation, ça donne l'heure à laquelle la personne s'est connectée à partir de quel type d'appareil. On parle juste d'un compte Netflix. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces types de comptes-là? Ce projet-là aussi nous a permis de voir des notions, un peu de désamorcer certains flous là aussi de ce marketing de la donnée finalement qui nous met un peu dans une sorte de confusion. C'est-à-dire qu'on parle de localisation très souvent. Hein, on dit sur mon téléphone, j'ai désactivé la localisation, ou c'est plutôt dans ce sens-là, désactiver la localisation. En fait, ce qu'on désactive vraiment, c'est la géolocalisation, c'est le GPS. Il y a plein d'autres manières de localiser quelqu'un, par exemple. Donc là, si je note, j'ai parlé déjà un exemple, là, avec Netflix, de l'adresse IP, ce n'est pas de la géolocalisation, c'est juste mon appareil qui donne, par exemple, son NAS là, en ligne pour dire bonjour, en fait, moi, je suis l'ordinateur de ligne, j'habite là, et puis, etc. Donc, l'adresse IP, la triangulation, bref, il y a plein d'autres moyens de savoir où se trouve quelqu'un. Donc, ce deuxième volet de projet-là nous a permis vraiment d'étendre notre sensibilisation et donc là, de rajouter les comptes partagés, des notions comme la géolocalisation versus localisation, etc. à notre arsenal, on va dire. Après, mais finalement, le travail, il ne s'arrête pas. On a vu que la formation, ça aidait. On a vu que le cartable, il aidait, mais on a quand même d'autres enjeux maintenant. C'est-à-dire que, certes, on reste toujours dans notre mission, bien sûr, d'accompagner les intervenantes, d'accompagner les femmes. Notre objectif, c'est quand même de les outiller, puisqu'on sait très bien que finalement, l'approche, c'est quand même de les autonomiser au maximum avec leurs appareils. Mais on s'est dit, ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose d'autre à faire? Et j'ai entendu le mot plusieurs fois aujourd'hui dans la journée, donc je vais justement rebondir là-dessus. C'est comme la complémentarité des approches. Tu sais, c'est une approche un peu combinée. Donc, ce projet-là, finalement, il fait état de plusieurs choses et je vais vous présenter un peu les différents enjeux qu'on avait en tête en déposant ce projet, en plus de tout ce qu'on a déjà fait depuis 2016. Donc, on sait que les intervenantes se forment vraiment beaucoup déjà, sur tout ce qui est intervention physique, intervention et sécurisation psychosociale des femmes. En plus, elles essaient aussi de faire sens des technologies. Les technologies, c'est plus seulement les téléphones, tablettes et ordinateurs, mais c'est l'Internet des objets en général. Je vais le détailler un petit peu tout à l'heure. Donc, le truc, c'est que finalement, elles ne peuvent pas quand même tout assurer elles-mêmes parce que très honnêtement, même pour moi qui travaille dans le domaine, on m'a présenté comme responsable de la formation, l'accompagnement TIC, là, donc technologie de l'information et de la communication. Si je prends parfois une semaine de travail, là, il s'est déjà passé beaucoup de choses dans ce domaine-là. Donc, malheureusement, on ne peut pas se dire ah, mais en fait, ça suffit de juste avoir fait un cartable en 2017 et puis les intervenantes n'ont qu'à se l'approprier. Ce n'est pas possible. Et en plus, j'ai parlé déjà d'ailleurs des GAFAM et tout, donc on roule contre une machine. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Notre enjeu avec ça, c'est que, mine de rien, l'idée n'est pas de dire non plus que, en fait, on n'a qu'à déconnecter les femmes. Ça ne marche pas. Puisque l'éthique, les technologies, ça peut aussi être des outils d'autonomisation. Ça peut être des outils où on garde le contact avec les personnes de confiance. D'ailleurs, où on peut justement les utiliser pour contacter les intervenantes, des outils pour aller chercher du travail, etc. Donc, l'idée n'est pas de couper la connexion complètement, mais c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour au maximum leur assurer une connexion sécurisée. Et en plus, la préoccupation première, finalement, c'est comment est-ce qu'avec les technologies connectées, en contexte de maison deuxième étape, on peut assurer finalement un cadre d'épanouissement le plus sécurisé possible, mais avec des valeurs en tête vraiment de dévictimisation, d'autonomisation et je rajouterais aussi de déculpabilisation. Parce que quand je parle justement de la machine que c'est, là, les réseaux sociaux, les Google, Facebook, Microsoft, etc. de ce monde, on ne peut pas culpabiliser juste l'individu là-dedans, lui disant « Ah, mais en fait, tu n'as pas vu la toute dernière politique de confidentialité qui a changé comme hier soir à minuit. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas déjà lu les 40 pages. Ça ne marche pas comme ça. » Okay, donc, vraiment penser à cette approche-là de déculpabilisation, dévictimisation et d'autonomisation autant que possible. D'accord. J'ai des anecdotes, bien évidemment. Je pense que l'équipe de l'Alliance le sait déjà, donc on pourra en parler après si vous voulez des cas concrets. Mais tiens, je pourrais quand même en mettre quelques-uns dans ma présentation. Allez, la deuxième préoccupation qu'on avait, après comment on assure ce cadre autant que possible, le plus sécuritaire possible d'épanouissement, c'est, comme j'ai dit au départ, c'est la diversité d'éthiques, des technologies connectées et leur omniprésence dans notre quotidien. C'est sûr qu'on parle des ordinateurs, des tablettes, mais on parle aussi de l'Internet des objets, qui va être tous ces objets, les accessoires, les montres connectées, bien sûr, moi, je n'en ai pas, mais en tout cas, les montres connectées. On parle aussi des jouets connectés. Il y a plusieurs maisons d'hébergement déjà ici au Québec où quand je vais donner des formations, on me dit « Ah oui, on a déjà eu la poupée connectée avec le micro dedans, ou bien le dinosaure avec la caméra, des choses comme ça. » Ce sont malheureusement des appareils qui sont réels là, et qui existent et qui ont un impact dans notre contexte. On va parler aussi finalement de la domotique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là, un peu la domotique, c'est tous les appareils chez vous qui se connectent. Ça va être la laveuse qui vous envoie par une application. Oh, en fait, le cycle de lessive est terminé. Il y a le réfrigérateur qui vous envoie, si tu m'ouvres, tu vas voir qu'il manque du lait. Des choses comme ça. Bien, les ampoules connectées aussi. Il faut que j'arrête d'être cynique, désolée. Mais c'est trop tentant. Mais bon, alors il y a aussi les ampoules connectées comme Philips, tout ça, qui font des ampoules où au lieu d'appuyer au mur, on a une application pour allumer les ampoules chez soi. Ouais, des choses comme ça. Les assistants, parce qu'on voit beaucoup aussi ce qu'on appelle les assistants aussi, les assistants personnels comme Alexa, Google Home, etc. Ça prend aussi de plus en plus de place. Oh, une anecdote sur Google, justement, le Google Home. Là. Pendant une formation, on a quand même 89 personnes en ligne. Désolée pour les personnes en ligne si jamais vous en avez chez vous, mais je suis obligée de faire l'anecdote. Pendant une formation, une intervenante me demande ouais, mais Lise, à quelle distance, parce que là, on parlait vraiment de, c'est quelqu'un qui a réussi à sortir, là, et donc on a une distance physique, mais c'est quoi l'aisance que quelqu'un peut avoir d'activer mon Google Home sans être chez moi? Et moi, je lui dis, oui, mais tu sais, le truc, c'est que les commandes comme OK Google, ça ne reconnaît pas ta voix en soi, ça reconnaît juste que quelqu'un a dit OK Google. Et là, elle m'écrit dans le chat, elle me fait « Ok, je viens de couper mon micro là parce que quand tu as dit ça, mon Google Home s'est activé chez moi. » Et c'est quelque part, c'est une anecdote qui peut faire sourire, mais c'est quand même préoccupant parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'un accès physique à chez la personne. Et une autre anecdote avec ça, c'est qu'il y a parfois des gens qui font des balados et qui lancent des commandes comme ça. Il y avait un groupe qui avait fait ça à un moment où pendant leur balado, ils parlaient, ils disaient Alexa et tout. Et puis tous leurs auditeurs disaient arrêtez là maintenant parce que du coup, tous les assistants personnels réagissaient chez eux. Donc, il faut quand même qu'on garde ce genre de préoccupation en tête. En plus, ce sont des appareils, mais oui, je vais le dire maintenant quand même, là, ce sont des appareils aussi qui sont connectés. Non seulement, ce n'est pas juste le fait qu'elles répondent à oui, bref, qu'on appelle Alexa, mais c'est aussi parce que c'est connecté parfois à des moyens de paiement. C'est connecté à des coordonnées aussi. C'est connecté à des informations qu'on ne voudrait peut-être pas partager au départ. Okay. Ensuite, on peut penser, les technologies, c'est aussi la cyberadministration. Le fait de dépendre finalement d'un accès à Internet pour faire de plus en plus de services gouvernementaux, de santé, administratifs en ligne. Donc, tous ces comptes-là, finalement, se retrouvent dans notre continuum de technologies qu'il faut qu'on prenne en compte. J'ai déjà parlé un peu de la sécurisation des comptes, des accès des femmes, etc. Mais effectivement, tout ça, les enjeux de cyberadministration sont de plus en plus présents également.
Donc, j'ai parlé des dossiers administratifs et de santé en ligne, c'est comme ArriveCan, tout ça aussi. Là, il y a de plus en plus d'applications finalement qui sont reliées à nos données personnelles. Je vais vous donner quelques statistiques d'ailleurs, là, quand je parle de technologie, d'Internet et tout, qui sont de plus en plus répandues. Je vais en citer quelques-unes de Net Tendance de 2020. Net Tendance, c'est une étude qui est faite très régulièrement par l'Académie de transformation numérique, qui sont reliés à l'Université de Laval. Ils disent que, ça c'est 2020 déjà, et je sais que les chiffres, ils augmentent chaque année. En 2020, on avait 93% des adultes au Québec qui utilisaient Internet quotidiennement, chaque jour. En 2020, on avait 37% des adultes au Québec qui possèdent au moins un objet connecté pour la maison, la domotique, là dont je parlais. Et déjà, juste en 2020, c'était 4 points de pourcentage de plus qu'en 2019. Et ce chiffre-là d'acquisition d'appareils de domotique, il augmente vraiment chaque année. On a aussi 41% des personnes qu'on a interrogées en 2020 qui avaient déjà l'intention, qui disaient, oui, moi j'ai l'intention d'acheter encore au moins un nouvel appareil électronique dans les 12 mois. Donc, on sait que les appareils électroniques, les appareils connectés se répandent. Et bien évidemment, Net Tendance, c'était des statistiques sur l'utilisation des technologies et d'Internet dans la population générale, mais bien évidemment, on ne peut pas les déconnecter de notre réalité parce que les femmes que nous accompagnons, ben, elles aussi font partie de la population générale et donc ont davantage de probabilités. Et en plus, mais ça, s'il y a quelque chose que je peux noter en plus aussi avec notre contexte actuel, la crise sanitaire a augmenté le recours aux technologies connectées, que ce soit pour des services privés ou des services publics aussi. Ça, c'est une des premières remarques qu'on a eues par rapport à ce projet-là, qui est beaucoup ressorti. C'est que finalement, ben, les femmes utilisent davantage de services de livraison. Ça peut être la livraison d'épicerie, livraison de restaurants, par des applications comme Uber Eats, des choses comme ça, mais aussi par des chaînes de restaurants. Saint-Hubert, je sais que Gaël a aussi une anecdote qu'il avait marquée là-dessus. Là. Je te laisserai après, dans la période des questions, raconter ton anecdote. Mais bref, il faut penser à toutes ces chaînes-là, finalement, qui nous livrent des produits, mais qui gardent nos identités d'une certaine manière, qui gardent des coordonnées aussi. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On a les fournisseurs de logiciels, bien sûr, les options de paiement en ligne, les options, les personnes aussi qui sont là pour le soutien technique à nos appareils, finalement, qui ont fait de plus en plus appel, des dossiers administratifs, comme notamment les dossiers parents. Ça, je n'avais même pas pensé en plus dans le projet au départ. Là, et puis, quand on a interrogé des intervenantes, le dossier parents, là, dans les commissions scolaires, est vraiment revenu aussi parce que, ben, la gestion de ces dossiers informatisés pose des problèmes parfois parce que ben, finalement, il y a encore, par exemple, le numéro de téléphone de l'ex-conjoint ou du père qui est dans le dossier et il n'y a pas une vraie alerte de violence conjugale qui est inscrite dans le dossier. Donc, parfois, ben, l'intervenante, c'est « Ah, mais en fait, je n'ai pas pu joindre la mère tout de suite, donc j'ai appelé le deuxième numéro au dossier. Ben, » Du coup, ça y est, ben, il faut déplacer l'enfant. C'est ça engrange ben, ça fait des conséquences après. Donc, effectivement, pas penser à ça au départ, mais par exemple, c'est des dossiers de la vie de tous les jours, comme ça, les dossiers parents. Donc, finalement, quand les technologies se multiplient, malheureusement, ça fait ben, davantage de moyens et de plateformes pour maintenir la violence et en tout cas pour essayer de conserver un contrôle. Donc, on est obligé finalement d'étendre au fur et à mesure notre champ d'action. Et donc, finalement, tout ça, ça peut augmenter un peu la vulnérabilité des femmes. Il y a plusieurs manières d'augmenter la vulnérabilité. Je vérifie que je les ai mon temps. OK. Donc, parce que je peux parler très longtemps. Donc, il y a plusieurs manières d'augmenter la vulnérabilité des femmes, on l'a vu. Ça va être par exemple, révéler des informations sur leur déplacement. J'ai parlé un peu tout à l'heure des historiques de position. C'est dans un compte Google, peut-être, ou même les iCloud aussi, là, parce que désolé, les gens avec Apple, vous n'êtes pas épargnés. Mais du coup, si vous avez un compte en ligne qui enregistre toutes vos localisations, tous vos déplacements, ben, dans ce compte-là, on retrouve, oh, telle personne, par exemple, Lise est allée à tel endroit, elle est arrivée à telle heure, elle est partie à telle heure, ça fait tant de fois qu'elle y va. Il y a vraiment des informations où les gens ont la surprise de voir la précision de ces détails qui sont accessibles par un compte en ligne. On peut avoir aussi l'adresse des femmes, c'est l'adresse du coup des maisons, les adresses qu'elles visitent, mais les maisons, on a eu ça, ce cas-là pour les maisons de deuxième étape, ben, c'était à la fin de l'année dernière finalement, où on a eu Bing Maps, c'est comme un peu Google Maps, mais la version Microsoft. Merci, oh 10 minutes, c'est génial. Parfait, il me reste 3 pages, ça devrait aller. Donc, on a eu Bing Maps qui a décidé, mais c'est une bonne idée d'afficher en clair sur la carte avec le point, là, la localisation des maisons d'hébergement qui n'avaient pas demandé ça à la base. Donc, on a pas mal de préoccupations de confidentialité là-dessus. Et puis, c'est
pas toujours si simple de savoir d'où vient le problème, en fait. Surtout mais finalement, on n'a pas comme les ressources, là, hein, c'est ça, c'est un des enjeux, c'est qu'on n'a pas toujours des ressources illimitées pour aller faire ce genre de recherche. Donc, nous, on s'est dit, ben, c'est quoi finalement, c'est toujours bien de conserver notre approche, c'est-à-dire c'est toujours bien de sensibiliser, d'outiller les femmes, d'outiller les intervenants, mais en fait, ça pourrait valoir la peine de parler aux fournisseurs de services. Et là, ben, c'est pour ça qu'on a réussi à avoir ce financement du Commissariat à la protection de la vie privée, cette fois pour développer des outils et des recommandations pour les fournisseurs de services privés et publics. Donc, du coup, dans toutes mes anecdotes, il y a le partage des informations, il y a les coordonnées qui sont rattachées au dossier. J'ai donné l'exemple des dossiers par an, mais ça peut être Hydro-Québec, ça peut être pas mal, en fait, tous les comptes en ligne. Il y a aussi, finalement, toutes les pratiques du capitalisme de surveillance qui sont basées vraiment sur ce qu'on appelle un système d'intelligence marketing. Ça peut passer par des choses très anodines, comme être sur Facebook et voir constamment qu'on vous recommande des amis. Mais ça, parfois, le problème avec ce genre de fonctionnalité, c'est qu'une femme peut s'être créée un nouveau compte, mais Facebook, par ses algorithmes de prédiction, va se dire, c'est peut-être un autre nom, mais elle a l'air d'avoir les mêmes habitudes qu'une ancienne usagère qu'on a, donc je vais lui recommander les mêmes anciennes personnes. Et là, ce qui se passe avec ça, c'est qu'on voit parfois, l'ancien conjoint est recommandé à la femme, et bien évidemment, elle aussi en retour. Donc, même si elle s'est créée une nouvelle identité numérique, le réseau social va quand même la ramener à son ancien réseau. Et ça, et d'ailleurs, là, je parle des femmes, mais c'est déjà arrivé aussi des intervenantes qui me disent, ah ben oui, mais même nous, en tant qu'intervenantes, on est recommandé aussi au conjoint, donc ils nous retrouvent aussi par ça. Donc, ce genre d'algorithme de prédiction nous pose problème dans notre contexte. Le partage non sollicité de la localisation, j'en ai parlé. Les publicités ciblées aussi, parfois ça a l'air de rien, une publicité ciblée, mais lorsqu'une femme, elle n'est pas encore peut-être séparée ou elle partage des appareils et qu'elle est en train de rechercher de l'aide et que subitement, là, sur l'ordinateur partagé, on voit les publicités d'aide avocat, ou bien les maisons d'hébergement qui apparaissent. Le conjoint peut se dire, oh, mais attends, pourquoi subitement il y a autant de publicité pour un avocat? Est-ce que tu es en train de chercher de l'aide? Donc, ça aussi, tout ça, c'est des cookies. Bon, bref, il y a plusieurs manières dont ce modèle-là s'applique, mais ce que ça nous fait finalement, c'est que ça fait davantage de choses à surveiller parce que ce sont autant de petites parcelles d'informations qui peuvent nuire finalement à cette sécurité numérique, cette confidentialité de l'information qui peut avoir une incidence physique réelle. Même en virtuel, c'est réel aussi, mais en tout cas physique. Et un autre enjeu aussi, là, j'en ai parlé un peu vite fait avec la politique de confidentialité, c'est que dans ces pratiques-là, l'objectif, vous l'aurez peut-être compris, c'est qu'on ne se familiarise jamais suffisamment avec les outils. Parce que c'est sûr que si vous êtes vraiment à l'aise avec, oh, mais en fait, non, ça s'appelle localisation, mais c'est la géolocalisation, je sais exactement où aller désactiver telle ou telle fonction, mais finalement, vous allez à l'encontre du modèle du capitalisme de surveillance, tandis que l'objectif, c'est de vous garder connecté. Donc, pour vous garder connecté, on va utiliser plusieurs pratiques. Ça va être changé très régulièrement, comme Facebook, tous les 2 matins, 3 quarts à peu près. Ils changent leur politique de confidentialité. Les fonctions changent de place, changent de nom, voire disparaissent. On a des faux consentements aussi, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça fait quelques années déjà que, notamment sur Facebook, le nom a disparu. Et vous avez remarqué, si vous essayez de finalement vous connecter, Facebook vous dit, voulez-vous enregistrer votre mot de passe? Vous voyez, les deux options que vous avez, c'est oui ou plus tard. Il n'y a pas de non. Mais c'est vrai. Et qu'est-ce que ça nous dit finalement sur le consentement? Qu'est-ce que ça nous dit finalement sur l'approche de ces réseaux sociaux-là? Et bon, à la base, c'est vrai que Facebook, de base, déjà, c'était un réseau qui était créé par quelques gars pour comme espionner des femmes de leur dortoir, des filles de leur dortoir à l'université. Donc, on revient un peu aux sources, mais je m'étale. Donc, du coup, l'idée, c'est ça, c'est oui ou plus tard. Ça veut dire oui, enregistre mes données maintenant, ou bien plus tard, continue d'insister jusqu'à ce que je cède finalement. Donc, c'est ultra problématique. C'est des formulations très floues, comme quand Netflix, ils ont changé un petit peu leur message maintenant, mais du coup, je l'ai dit très régulièrement, ils ont changé leur message un peu maintenant, mais à un moment, ils mettaient « Vous ne devez vous déconnecter que si vous êtes sur un appareil public ». Pourquoi? Si c'est mon ordinateur personnel, je peux vouloir déconnecter mon compte aussi, donc pourquoi cette injonction-là finalement? Mais en fait, l'objectif, c'est de continuer de collecter les adresses IP et les habitudes de navigation, même si l'application est ce qu'on appelle en arrière-plan. Arrière-plan, ça veut dire que vous ne l'utilisez pas activement, mais elle est connectée, donc elle collecte de l'information.
Donc, tout ça, c'est des stratégies. J'ai l'air de dire ça comme ça, mais je fais beaucoup de recherches. Merci. Donc, c'est quand même un monde qui est un peu abstrait. Donc, nous, on s'est dit qu'on va développer ce projet-là et puis finalement parler aux fournisseurs pour finalement les amener, les sensibiliser à l'impact que peuvent avoir leurs pratiques en termes de confidentialité des données de leurs usagers et usagères finalement sur le tissu de sécurité. Qu'est-ce que je peux raconter de plus? C'est ça. Donc, finalement, on sait que aussi, ah oui, la dernière chose que je voulais nommer avant de présenter les objectifs du projet vraiment, c'est que dans tout ça, et ça fait un petit peu le lien avec ce que je disais au départ, c'est qu'on se retrouve avec un vide de données, en fait, qu'on essaie de combler par ce projet. Lorsqu'on parle de technologie numérique et de violence conjugale, les seules données qu'on trouve jusqu'à présent, ça va être des données sur qu'est-ce que les femmes elles-mêmes peuvent faire ou qu'est-ce que les intervenantes elles-mêmes peuvent faire pour essayer de contrer le capitalisme de surveillance ou pour essayer de désactiver telle fonction. Mais en fait, on n'a aucune donnée sur le niveau de sensibilisation des fournisseurs de services aux enjeux de violence conjugale médiés par les technologies connectées. Donc là, on fonctionne dans un vide, clairement, en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'on essaie finalement avec ce projet-là d'adopter plusieurs approches. Donc, déjà, la première approche, ça va être, mais on ne faisait pas ça va être, ça a été d'ailleurs, le 10 novembre, on a eu un super focus group d'ailleurs avec une bonne soixantaine d'intervenants de deuxième étape pour finalement réaliser un peu un état des lieux du sentiment de sécurité ou d'insécurité numérique dans le contexte des maisons de deuxième étape. Donc ça, en plus du sondage qu'on a fait passer avant, là, moi, quelques semaines comme le temps de rédiger, promis le rapport, après on va le diffuser. Mais en tout cas, ça nous a permis un peu de comprendre quels enjeux les intervenantes et les résidentes rencontraient, avec quels fournisseurs exactement. Soit quand je parlais du dossier parents, là, par exemple, aux commissions scolaires, ben, ça a été nommé par elles aussi. Donc, on a un niveau d'affinage grâce à cette information. Ensuite, grâce à ça, ben, finalement, ça va nous permettre de rédiger un rapport de synthèse qui détaille les résultats de la recherche, mais qui aussi nous permet de formuler des recommandations pour les fournisseurs, parce que notre objectif, c'est de faire retomber finalement toutes ces observations-là pour qu'il y ait idéalement un vrai changement de pratique au niveau de la confidentialité des données de leurs utilisatrices et utilisateurs. Et on veut quand même, c'est sûr, toujours créer des outils qui vont permettre de vulgariser cette information-là pour les intervenantes et les résidents. Et finalement, bien évidemment, le but de tout ça, ça va être de renforcer le tissu de sécurité en maison de deuxième état. Je pourrais donner beaucoup plus d'anecdotes, mais je pense que je vais essayer de laisser un peu de temps pour les questions. On est où? On est à peu près à... Je ne sais pas combien de temps il me reste, sinon moi je raconte encore des choses. Oh, mais fantastique, j'ai 2 minutes, je peux vous raconter des anecdotes, c'est trop bon. Mais en plus, c'est vrai, c'est qu'il y a des choses qui pour nous ont l'air d'une évidence un peu, mais qui ne le sont pas, c'est sûr, si les fournisseurs ne sont pas sensibilisés. Ce matin encore, il y avait la statistique. Bon, je sais que ce n'est pas le seul moment où il y a des homicides, mais il y avait la statistique au moment où on commence, ou en tout cas on est en processus de séparation, les taux d'homicide sont vraiment élevés. On avait un 60% informé ce matin, mais ça nous indique quelque chose clairement. Ça veut dire que lorsqu'une femme prend l'initiative de s'en aller, il faut que son tissu de sécurité soit le plus safe, le plus sécuritaire possible. Et donc là, dans ce tissu-là, on va parler des moyens physiques, des moyens psychosociaux, tous les moyens, vous êtes les experts là-dessus. Et on va aussi parler, malheureusement, là, il faut quand même rajouter un niveau là-dessus, c'est le tissu numérique. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces solutions-là? Donc ça, ça fait aussi partie des lignes directrices de notre travail, là, finalement, avec les fournisseurs sur ce projet. Donc, ça, c'était la première étape où on a recueilli les besoins des intervenantes et des résidentes. Et puis, notre deuxième étape, là, à partir de décembre, ça va être, mais là, on finalise notre liste de fournisseurs à contacter, de politiques de confidentialité alliées. Oui, on va les lire pour vous, les 40 pages par politique, il n'y a pas de souci. C'est mon travail. Mais après ça, finalement, notre prochaine étape d'ici à mars, c'est de dégager les recommandations. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je ne vous ai pas trop perdu avec mes détails techniques?